Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les sénateurs ont adopté en commission 4 projets de loi portant attribution, organisation et fonctionnement d'importantes juridictions dans la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ces projets défendus par le ministre de la Justice, Sansan Kambile, ont pour objectif de consacrer la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Les bars, boîtes de nuit et autres espaces de divertissement fermés depuis le mois de mars à cause du coronavirus ont rouvert dans le Grand Abidjan. Le Conseil national de sécurité a autorisé la reprise des activités, mais dans le strict respect des mesures barrières. Quelle a été l'ambiance et surtout ces mesures sanitaires ont-elles été observées? Réponse dans ce 20h. Et la Côte d'Ivoire qui reste engagée dans la bataille contre le coronavirus pour stopper la propagation de la pandémie. Une pandémie qui continue de sévir. Les chiffres de ce dimanche 2 août révèlent 73 cas confirmés sur 1102 échantillons prélevés. Week-end triste en Inde. Plus de 80 personnes ont perdu la vie en consommant de l'alcool frélaté. La police mène d'importants raids et arrestations pour tenter de limiter la tragédie. L'ampleur de cet empoisonnement, dont le bilan pourrait encore s'alourdir, choque toute l'Inde. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, où les sénateurs réunis en commission ont adopté à l'unanimité 4 projets de loi portant attribution, organisation et fonctionnement d'importantes juridictions de la République, dont la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ces projets ont été présentés par le ministre de la Justice, Sansan Kambile, et ils ont pour objectif de consacrer la mise en place de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Kader Sokodogo. La révision constitutionnelle du 19 mars 2020 a vu la suppression de la Cour suprême. Cette même révision constitutionnelle élevait au rang d'institution juridictionnelle la Cour de cassation et le Conseil d'État au même titre que la Cour des comptes. De nouveaux présidents seront ainsi nommés. Il convient donc de doter ces nouvelles institutions de textes appelés à les régir et d'autres instruments pour les accompagner. C'est tout le sens des 4 projets de loi soumis aux sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Après vote, le Sénat, à l'unanimité, donne son quitus aux 4 projets de loi. Une avancée notable pour l'émissaire du président de la République. Dorénavant, on a 2 nouvelles institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont donc la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, et le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. La disparition de la Cour suprême a conduit à la mise en place d'un parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, en remplacement du parquet général près la Cour suprême, tel que cela existait par le passé. Il convient également d'indiquer que la création de 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, pose le problème du règlement des conflits susceptibles de surgir entre ces 2 ordres de juridiction. Cela donc conduit à la création du tribunal des conflits qui est composé paritairement par les magistrats de la Cour de cassation et par des magistrats du Conseil d'État. Prochain rendez-vous au Sénat, ce sera avec le ministre Moussa Sanogo. Il viendra défendre le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. La nouvelle est tombée cette semaine. Les bars, boîtes de nuit et autres espaces de divertissement fermés depuis le mois de mars à cause du coronavirus ont rouvert dans le Grand Abidjan. Le Conseil national de sécurité a autorisé la reprise des activités, mais dans le strict respect des mesures barrières. Quelle était donc l'ambiance et surtout ces mesures sanitaires ont-elles été observées? Le ministre du Tourisme et le préfet d'Abidjan ont sillonné quelques communes pour se faire une idée. Témoignage signé Patricia Mouitia. C'est une soirée que de nombreux Ivoiriens attendaient avec impatience. Nous sommes très heureux que le gouvernement ait décidé de lever cette barrière-là, dans la mesure où on a des frères qui vivent de ça, dans un premier temps. Et nous aussi, le stress du travail étant élevé, nous avons besoin de nous amuser de temps à autre. Seulement, nous respectons les mesures barrières que le gouvernement
à instaurer. Bars et espaces de divertissement doivent mettre en place des protocoles stricts pour éviter la concentration de personnes afin de respecter les mesures barrières. On est obligé de respecter parce qu'on ne veut pas encore refermer, c'est qu'on va les respecter. Pour le moment, vous avez vu, le ministre a donné quelques recommandations avec monsieur le préfet. On va essayer de les respecter, puis au fur et à mesure, les choses vont aller. On essaie autant que faire se peut de faire en sorte que la maladie, en tout cas, aille très loin de nous parce que nos activités en dépendent. On en a très souffert et nous espérons que chacun de nous comprendra qu'il faut s'impliquer pour que justement nous puissions continuer de garder nos activités parce que nous sommes la vitrine du tourisme en Côte d'Ivoire. Clubs, lieux festifs, vie nocturne et autres joyeusetés qui rythment la vie des noctambules ont repris leurs activités au lendemain de la décision du Conseil national de sécurité du 30 juillet dernier, autorisant leur réouverture après plus de 4 mois de fermeture due à la pandémie de la COVID-19. Des mesures sanitaires drastiques nécessaires qui ont eu de sévères répercussions économiques, notamment pour les professionnels du secteur. Le chiffre d'affaires, vous voyez, en 5 mois, nous avons perdu plus de 30 milliards, puisque nous avons 500 établissements de nuit, au sein du MOPEN. Quand on a fait la tournée, il y a plein de boîtes de nuit qui sont fermées, qui ne peuvent pas ouvrir. Voilà, ils ont été impactés directement. Donc, et encore la relance sera très difficile. De Yopougon rue Princesse, en passant par les 2 plateaux et Cocody, le préfet d'Abidjan et le ministre du Tourisme et des Loisirs ont fait le constat du déconfinement. Si demain, on touche du bois, on avait une flambée des cas de Covid-19, il va de soi que pour la protection de la vie de nos populations, des mesures soient prises pour revoir ce qui a été fait. Ce qui n'est pas souhaitable, comme le ministre l'a souligné, dans les autres établissements où nous sommes passés. Il est donc du devoir de tous les animateurs et les acteurs qui sont là, qui ont participé à ce travail-là, qui a abouti à la réouverture, de se mettre ensemble pour faire la sensibilisation, non seulement au sein de leurs établissements, mais en dehors. Nous sommes venus suite au dernier Conseil national de sécurité à l'effet de voir l'effectivité de la mise en œuvre des mesures barrières devant être respectées pour rompre la chaîne de contamination. Ce à quoi nous nous réjouissons parce que nous voyons que les mesures sont véritablement respectées et nous voudrions les inviter à redoubler d'ardeur pour doubler de vigilance aussi afin de ne pas faiblir. Les discothèques font partie des commerces les plus affectés par la COVID-19 avec un manque à gagner de 30 milliards de francs CFA. Sans visibilité quant à la réouverture, elle s'interroge aussi sur le comportement futur des clients qui doivent s'approprier les mesures barrières. Voilà, les mesures restrictives ont été levées certes, mais la vigilance reste de mise. Le coronavirus circule et menace notre santé. Au plan sanitaire, donc, la Côte d'Ivoire engage toujours la bataille contre le coronavirus pour stopper la propagation de la pandémie. Une pandémie qui continue de sévir. Les chiffres de ce dimanche 2 août révèlent 73 cas confirmés sur 1102 échantillons prélevés, 51 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 4279 cas actifs. Et l'OMS qui continue d'attirer notre attention sur cette pandémie, les experts estiment que le risque posé par le coronavirus est très élevé. L'Organisation mondiale de la santé, réunie hier samedi à Genève, a prévenu que la pandémie allait probablement être très longue. Le coronavirus a infecté, notez-le, plus de 17 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts. Restons donc vigilants, préservons notre santé en respectant les gestes barrières. On préserve notre santé, on reste solidaire des autres en donnant notre sang pour sauver des vies. Les forces de sécurité donnent l'exemple. 400 poches de sang ont été prélevées à l'école de police, une action initiée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui permet ainsi aux élèves policiers d'accomplir cet acte citoyen. Et notez qu'il faut 240 000 prélèvements en produits sanguins pour réaliser l'objectif annuel en matière d'autosuffisance sanguine dans notre pays. Franck Wadio. École nationale de police d'Abidjan. L'ambiance est calme et studieuse. Répétition des gammes, scène habituelle. Dans la salle polyvalente,
une action civique. C'est une séance de collecte de sang dans ce lieu de formation des forces de sécurité dirigé par le commissaire divisionnaire major Diakité Aboubakar Siriki. Tous ont répondu à l'appel du Centre national de transfusion sanguine CNTS. 400 poches de sang collectées. Élèves, personnel administratif et instructeurs donnent l'exemple de quoi satisfaire le directeur du Centre national de transfusion sanguine, car la question du sang est une problématique nationale. 400 personnes de prélevées, c'est le prélèvement quotidien de la Côte d'Ivoire. Et l'école de police, à elle seule, fait ce tour-là ce matin. Vous voyez que c'est vraiment un grand ouf pour nous. Aujourd'hui, en matière de prélèvement, les taux ont commencé à relever, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif. L'objectif qui est l'autosuffisance en produits sanguins, c'est-à-dire atteindre 240 000 prélèvements par année. Nous en sommes aujourd'hui autour de 170 000 prélèvements par an. Un appel alors aux institutions, aux organisations et entreprises afin d'œuvrer efficacement pour la réalisation de cet objectif. Et la Côte d'Ivoire qui tisse la toile de la solidarité est au travail. Il existe désormais un document qui fait le point des objectifs du développement durable dans notre pays. Ce document dénommé « Bilan commun pays » contient les actions du gouvernement dans le cadre de l'exécution des ODD. Il a été élaboré par le ministère du Plan avec le soutien des Nations Unies, comme nous l'explique Issa Tchonayo. Les Nations Unies veulent aider la Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs du développement durable ODD d'ici à 2030. Un document dénommé « Bilan commun pays » est élaboré. Les résultats de ce sondage a fait l'objet d'une présentation en présence d'experts. L'objectif du bilan commun de pays est donc de fournir une compréhension et une analyse commune des opportunités et des défis du pays dans la perspective de la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Cette analyse doit aider à définir des conditions d'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030, encadré par les principes directeurs suivants: ne laisser personne de côté, les droits humains et les autres droits, le principe de l'équité, du genre et de l'autonomisation des femmes, la résilience, la durabilité et la redevabilité. Pour la ministre Kabanyale, grâce à la planification stratégique du président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît une embellie économique. Notre économie compte parmi les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 8% sur la période 2012-2019. Elle a permis enfin d'améliorer les conditions de vie des populations, à travers notamment un meilleur accès à l'éducation, l'électricité, l'eau potable et aux soins de santé. La ministre du Plan et du Développement, Kabanyale, a salué le soutien du système des Nations Unies dans la performance économique de la Côte d'Ivoire. Pour elle, il est important de faire le bilan des ODD en Côte d'Ivoire afin de mieux apprécier le chemin parcouru et d'orienter des actions futures pour une meilleure efficacité. L'éducation figure au nombre des priorités du gouvernement. C'est la pierre angulaire du développement, dit-on, et les populations du village d'Agamé-Agban peuvent se réjouir. Leur bourgade bénéficiera bientôt d'un groupe scolaire. Il sera construit en remplacement de l'ancienne école qui a pris un coup de vieillesse. Vous allez le voir, cette école date de 1959. Les travaux ont débuté cette semaine par la pose de la première pierre. C'est un don du ministre de l'Hydraulique, Laurent Kagba, fils du village. Franck Diop, le reportage. Bientôt, un groupe scolaire pour le village d'Agamé-Agban. La volonté de tous les fils du village de voir réhabiliter leur école datant de 1959 est ainsi une réalité. Et c'est l'un des leurs, Laurent Kagba, également ministre de l'Hydraulique, qui est à l'initiative de la construction de ce groupe scolaire, lui-même d'ailleurs ancien élève de cette école. Je viens de réaliser avec tout l'amour et la volonté de servir mon village, pour que mon village soit honoré. Pour que quand on rentre dans ce village, on ne voit pas une école délabrée, mais une école qui est construite, qui permet aux enfants d'avoir toutes les commodités pour aller à l'école. Un groupe scolaire de 3 écoles construites chacune en R+1, une maternelle et une cantine scolaire sur une superficie de 6145 mètres carrés d'un coût global de plus de 429 millions de francs CFA. Acteurs et partenaires de l'école apprécient. Vraiment, c'était difficile.
Et nous cherchions, Dieu a touché le cœur de notre frère qui est de même génération que nous, la génération Douba, et il nous a approchés pour nous faire partager son rêve, qui était le nôtre aussi. Les travaux du groupe scolaire EPP Agban vont durer 4 mois et ils prendront fin au mois de novembre prochain. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui veut rayonner. La ministre Anne-Désirée Ouloto et son équipe poursuivent la campagne de la propreté. La 5e semaine nationale de propreté est en cours jusqu'au 6 août prochain. Et ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a mis le cap sur l'église Ambassade des Miracles. L'objet de sa visite, prier avec les fidèles, mais aussi les sensibiliser à lutter contre les nuisances sonores. Grâce Kando. Bien qu'étant chrétienne catholique, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est allée prier ce dimanche à l'église Ambassade des Miracles dans la commune de Cocody. Signe de fraternité et de proximité avec les autres confessions religieuses. Ce moment de prière, une opportunité pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'échanger avec les responsables de cette église sur le décret portant réglementation des émissions de bruit de voisinage pris en 2016 par le gouvernement. Il vise entre autres à prévenir, limiter et supprimer la propagation de bruit. La Côte d'Ivoire est un pays de croyants et c'est important que nous puissions faire ce qu'il y a lieu de faire à notre niveau pour que notre pays prenne la bonne direction. C'est dans ce cadre que nous nous inscrivons, dans la logique donc de faire en sorte que les mesures prises par le gouvernement soient appliquées, respectées, dans le strict respect, bien entendu, des Écritures saintes. J'ai désormais auprès du bishop un partenaire, un allié, pour accompagner le gouvernement dans notre souci de faire accepter ce décret et de faire en sorte que nous puissions mieux vivre ensemble, chacun en apportant sa contribution. Et avec nous, le bishop compte faire en sorte que le voisinage également soit sensibilisé à l'existence de ce décret. Avant l'église Ambassade des Miracles, plusieurs autres lieux de prière et de divertissement ont aussi reçu la visite de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Objectif, les sensibiliser sur les émissions de bruit de voisinage. Le non-respect de cette réglementation expose les contrevenants aux peines prévues par le Code pénal et celui de l'environnement. Il s'agit de la confiscation du matériel ayant servi à l'émission du bruit et de la fermeture du site. Le médiateur de la République est aussi en campagne. C'est une campagne pour la paix. Une délégation du médiateur a justement échangé avec les différentes couches sociales dans la ville historique de Grand-Bassam. Et cette étape marque la fin d'une tournée dans les différents départements du Sud Comoé, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. À l'étape de Grand-Bassam, la délégation du médiateur de la République voulait un dialogue franc et direct afin de ressortir les problèmes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale dans le département. Une assurance qui a permis aux autorités traditionnelles, aux leaders communautaires, aux responsables d'associations de femmes et de jeunes de présenter les problèmes qui minent aujourd'hui leur société. Au nombre de ces difficultés figurent en bonne place les questions de chefferie et les litiges fonciers. C'est lié au problème d'argent. Sinon, normalement, dans nos traditions, on sait comment on devient roi. On sait comment on peut choisir un chef. Il y a 2 ou 3 chefs dans tous les villages. Et donc, c'est des problèmes énormes. Et je pense que le médiateur doit prendre ses responsabilités. Le problème le plus récurrent, c'est le problème entre Abouré et Enzima. Bon, c'est pour le problème d'antériorité de l'arrivée des personnes sur le site. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un petit machin de friction entre les 2 peuples. Il s'agit pour le médiateur de la République de sensibiliser la population sur le maintien du climat social apaisé à l'orée de la période électorale. C'est pourquoi Sorodo et sa délégation signifient aux populations que ces problèmes présentés feront l'objet d'une cartographie des conflits du département de Grand-Bassam. Ravi parce que les populations nous ont écoutés. Et pas seulement nous ont écoutés, elles ont parlé avec leur cœur pour présenter leurs préoccupations que nous allons, comme il le dit, faire la cartographie des conflits qui vont permettre aux médiateurs de la République de mieux élaborer une stratégie d'approche de gestion de ces conflits. Mais déjà, un comité local de médiation sera mis en place afin de recueillir au quotidien
les différentes préoccupations des populations. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours de la grande rencontre de Yamoussoukro prévue pour le 29 août prochain. Le médiateur va parler aux populations, leur parler de paix, leur parler de vivre ensemble dans la quiétude, dans la fraternité. Il faut rappeler qu'avant l'étape du Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République a sillonné tous les chefs-lieux du département, la région de Sud-Komoué, avec pour objectif principal l'élaboration d'une cartographie des conflits de la région. Et la Côte d'Ivoire qui prépare la présidentielle dans la paix, Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, a reçu la représentante au pays du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Au cœur des échanges, bien sûr, la présidentielle d'octobre prochain. Le PNUD compte apporter son soutien technique pour améliorer les performances du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le parrainage. On en sait plus avec Gabriel Zani. Un appui technique pour veiller au contrôle du processus électoral de la présidentielle d'octobre prochain. Voilà le contenu de la visite de travail rendue par la représentante pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a des attributions de juge des élections. Donc il était important pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le Conseil constitutionnel et nous assurer qu'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien leurs attributions. Cette aide au profit du Conseil constitutionnel consiste à améliorer le système électoral. En matière d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des dossiers des candidats, des contestations et proclame les résultats définitifs. Cette année, avec le système de parrainage, l'institution aura beaucoup à faire. Le Conseil nous a fait part de ses besoins en informatique pour pouvoir gérer le mécanisme de parrainage, qui est une nouveauté dans le paysage électoral ivoirien. Donc nous allons voir ce qu'on peut faire dans le cadre du projet d'assistance. Il y a également tout le volet formation et sensibilisation que nous voulons appuyer pour nous assurer que tout le monde comprenne le rôle du Conseil constitutionnel. Le projet d'assistance électorale du PNUD permet d'évaluer les besoins dans la perspective de relever durablement le défi de la consolidation de la paix dans le pays. Maître Yapo Biketi, avocate, commissaire centrale et porte-parole adjointe de la CEI, est-elle invitée du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Ils ont invoqué le contentieux électoral, l'étape qui succède à la révision de la liste électorale et l'affichage de la liste. Un extrait de leur entretien pour vous faire une idée. Après la révision de la liste électorale, nous passons à la phase du contentieux électoral. Oui. Donc, qui est précédé de l'affichage. Qui est précédé de l'affichage. Et je dois vous dire que l'affichage a commencé depuis hier. Hier. Et il va, oui, hier 1er août, pour s'étendre jusqu'au 5 août. Ensuite, le 5 août, vont démarrer les réclamations. Ça veut dire tout simplement qu'une fois les listes affichées, les listes provisoires affichées, les électeurs qui ont des réclamations à faire sur cette liste pourront venir dans les commissions locales pour porter leurs réclamations. Justement, quels sont les types de contentieux électoraux? Le contentieux électoral sur quoi peuvent porter ces réclamations? Il est de 3 ordres. Il peut être sur l'inscription sur la liste électorale, c'est-à-dire que l'électeur a été omis de la liste électorale, tout simplement. Et il vient pour faire savoir qu'il remplissait toutes les conditions pour être inscrit sur cette liste et qu'il ne comprend pas pourquoi il est omis. Donc, il vient avec ses justificatifs et la CEI examine sa requête et il fait droit, bien évidemment, si les justificatifs sont là. Ensuite, la réclamation peut porter sur les inscriptions qui ont été faites. Les inscriptions en elles-mêmes existent, c'est-à-dire que l'électeur figure sur la liste, mais les données personnelles ne sont pas exactes. Il peut y avoir des erreurs sur le nom, par exemple, sur la date de naissance, sur le lieu de vote, auquel cas l'électeur vient porter sa réclamation pour que cela soit rectifié. Et puis, enfin, le troisième type de réclamation peut porter sur les radiations de la liste électorale. Ça veut dire tout simplement qu'un électeur peut venir porter une réclamation sur l'inscription qui a été faite d'un électeur, un autre électeur,
en considérant qu'il n'avait pas le droit d'y être. Pour des raisons diverses, soit tenant à la nationalité ou à l'âge, etc., etc. Et la présidentielle, c'est dans 3 mois. Daniel Boni-Claverie défendra les couleurs de sa formation politique, l'Union républicaine pour la démocratie, à ce scrutin. Notez que débuté le 31 juillet dernier, le premier congrès ordinaire de l'Union républicaine pour la démocratie URD a pris fin hier samedi et Daniel Boni-Claverie, qui a été réélu présidente de l'URD par les congressistes, a annoncé sa candidature à cette présidentielle. Éric Gorée. En toute simplicité, mais avec solennité, je réponds à votre sollicitation et je me déclare candidate à l'élection présidentielle. Je défendrai avec fierté les couleurs de l'URD. Je ne saurais me dérober. Vous pouvez compter, chers congressistes, sur moi. C'est décidé. Daniel Boni-Claverie est dans la course pour la présidentielle d'octobre. Une déclaration faite lors du premier congrès ordinaire du parti. Ce congrès de l'Union républicaine pour la démocratie URD a permis aux militants de renouveler leur confiance en celle qui a créé ce parti en 2006. 14 ans après, Daniel Boni-Claverie conduit toujours aux destinées de cette formation politique. L'annonce de sa candidature à l'élection d'octobre prochain s'est faite en présence des représentants des partis d'opposition. Une candidature motivée par l'aspiration à un changement en Côte d'Ivoire, selon ses propres termes. La présidente de l'URD entend œuvrer à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et du côté de l'UDPCI, c'est Albert Mabritois-Keus qui va défendre les couleurs de son parti. Il a fait l'annonce de sa candidature au sortir du bureau politique ordinaire qui a eu lieu aujourd'hui, dimanche 2 août. Les femmes du RHDP de la région du Hounzi mobilisent aussi les militants pour la présidentielle prochaine. Pour réussir leur mission, une opération est dénommée « Une femme, 5 voix » a été lancée. Konaté Moussa. Une femme, 5 voix. C'est l'opération lancée par la coordination RHDP de la région d'Unzi. L'opération avait permis l'enrôlement de plusieurs personnes en âge de voter. Pour l'élection présidentielle d'octobre 2020, les femmes RHDP de la région d'Unzi entendent redoubler d'efforts. Face à Ramatali Bakayoko, coordonnatrice RHDP de la région d'Unzi, elles promettent parcourir les villes et villages de la région afin de ratisser large pour le candidat du RHDP et lui garantir la victoire. Cet engagement des militantes rassure la coordonnatrice Ramatali Bakayoko, qui les a encouragées dans leur initiative. Elle les a exhortées à mener toutes leurs activités dans un esprit apaisé, d'union et de solidarité. Et l'ambiance est tout autre en Inde, qui a vécu un week-end triste. Plus de 80 personnes ont perdu la vie en consommant de l'alcool frelaté. La police mène d'importants raids et arrestations pour tenter de limiter la tragédie. L'ampleur de cet empoisonnement, dont le bilan pourrait encore s'alourdir, choque tout le pays. La police a mené plus de 100 raids au sein du cartel mafieux et arrêté 25 personnes. Je vous propose à présent le reste de l'actualité. À l'étranger, dans le 7/7, voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Alexis Ouedraogo. Les États-Unis ont enregistré lundi un peu plus de 57 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Le nombre total de Covid-19 dans le pays est passé à 4,28 millions avec quelques 147 500 morts. L'Organisation mondiale du tourisme a révélé mardi que la Covid-19 a provoqué plus de 320 milliards de dollars de pertes pour le tourisme mondial entre janvier et mai 2020. Selon l'IATA, le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2024. L'Arabie saoudite a accueilli mercredi le grand pèlerinage musulman à la Mecque avec un nombre de fidèles réduit. Seuls 10 000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume ont été autorisés à effectuer le Hajj. Donald Trump a évoqué jeudi l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle prévue le 3 novembre aux États-Unis en renouvelant sa crainte d'une fraude dans les votes par correspondance. Les démocrates disent déjà se préparer au scénario qui verrait leur adversaire républicain
contester les résultats, exiger de nouveaux comptages de voix. La chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a annoncé vendredi le report des législatives prévues pour septembre prochain en raison de la hausse des cas de Covid, une décision qui risque d'alimenter la colère du camp pro-démocrate. Le Mexique a recensé samedi un record de contamination avec 9 556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par la maladie, a lui franchi la barre du demi-million de personnes contaminées. Les premiers astronautes à avoir atteint la station spatiale internationale à bord d'un appareil américain en presque 10 ans ont entamé samedi leur retour sur Terre. L'amérissage est prévu dimanche à 18h41 GMT dans le golfe du Mexique. L'opération reste délicate même si l'an dernier, la capsule Dragon a accompli cette mission à vide et sans incident. Voilà, et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonne reprise à toutes et à tous demain lundi. N'oubliez pas, prenez soin de vous.